Excellencies, distinguished delegates, dear friends. Excellences, chers délégués, chers amis, l'intelligence artificielle évolue extrêmement rapidement. Une technologie qui peut redéfinir les économies, transformer le monde du travail. Et ça peut également avoir une incidence sur des élections, ça peut avoir une incidence sur la sécurité, et c'est déployé rapidement, peut-être plus rapidement d'ailleurs, la vitesse à laquelle les gens peuvent suivre. Et donc, ça a une incidence sur nos sociétés. Cependant, ça ne doit pas se faire sans consentement, sans plan, car ce ne serait pas acceptable ni pérenne. L'IA transforme d'ores et déjà notre monde. La question, c'est de savoir si nous allons définir cette transformation ensemble ou si nous laissons cette technologie nous définir. Et nous avons une réponse ici à l'occasion de ce dialogue mondial sur la gouvernance de l'IA pour la première fois. Et chaque pays a donc un siège à la table et nous avons donc un ensemble d'éléments factuels partagés ce matin. Les co-présidents, les panels scientifiques indépendants sur l'IA présenteront leur premier rapport. 40 experts, chefs de file de leur discipline, interviendront en leur qualité personnelle. Ils sont indépendants de toute ingérence des gouvernements, des institutions, des entreprises. Et donc la science nous donne des alertes. Tout d'abord, la vitesse. Il a fallu 15 ans pour qu'Internet ait donc 1 milliard de personnes. Il a fallu 2 ans pour l'IA. Ce sont plus des outils en fait qu'ils attendent nos instructions. En fait, ils définissent leurs propres objectifs, ils prennent leurs propres décisions avec de moins en moins de supervision humaine. Nos institutions ont été construites pour diriger les machines. Nous ne sommes pas prêts à ce que ce soit les machines qui décident. Et certaines frontières, lorsqu'on les franchit, font qu'il ne peut pas y avoir de retour en arrière. Deuxième signal d'alarme, c'est la puissance nécessaire, notamment puissance informatique pour traiter les données et qui se concentre dans une poignée d'entreprises et dans une poignée de pays. La plupart des nations, y compris un grand nombre de pays en développement, n'ont pas eu leur mot à dire par rapport à ces décisions qui définiront leur avenir. Plus nous attendons, plus il sera difficile de faire face à cette concentration. Donc il y a des équilibres qui parfois sont nécessaires à prendre en compte si on veut avoir les deux parties à l'équation. Ensuite, le troisième avertissement, c'est la vérité. Une machine peut nous persuader de fausses vérités et ça peut saper l'intégrité de notre écosystème d'information et ça peut saper la confiance. Et une société qui ne sait pas se mettre d'accord sur ce qui est réel ne peut pas se défendre. En d'autres termes, de plus en plus de personnes sont tentées de faire confiance à la machine en croisant les doigts pour que tout se passe pour le mieux. Donc, on appelle ça le vibe coding, c'est-à-dire, allez, on ferme les yeux, on laisse l'IA s'en occuper, le résultat nous satisfait peu ou prou. On ne peut pas donc coder le futur de l'humanité, ni la vérité. Donc ces avertissements sont réels, mais tout comme l'est le potentiel, parce que c'est la même technologie qui change déjà des vies pour le mieux. Une mère dans un hôpital rural peut avoir un scan en quelques minutes et pour traiter son cancer à temps. Un enfant peut continuer à apprendre au-delà des murs de la salle de classe avec un tuteur, un professeur qui n'est jamais fatigué. Un petit agriculteur qui peut notamment bénéficier des mêmes prévisions météorologiques que des grandes industries agricoles. Et ceci nous amène à une réflexion plus profonde. Dans
toute l'histoire de l'humanité, l'expertise a été aux mains de trop peu de personnes dans trop peu d'endroits et pour un prix trop élevé. Il a fallu des décennies pour faire parvenir la pénicilline dans les villages qui en avaient besoin. Il a fallu plus d'un siècle pour connecter l'électricité. L'IA n'a pas à attendre. Bien utilisée et partagée à bon escient, elle peut condenser des décennies de développement en quelques années. Au XXIe siècle, ça peut permettre une vraie égalité des chances, mais le futur ne se construit pas tout seul. Et donc on a le choix parfois, mais ce n'est pas que un choix entre suivre l'IA ou la craindre. En fait, il s'agit de gouverner à dessein plutôt que de les choses se faire par défaut. Mesdames et messieurs, dans ma première intervention à l'Assemblée générale en 2017, j'ai dit la chose suivante, et je me cite. L'intelligence artificielle va changer la donne. Ça peut lancer le développement et transformer les vies de manière spectaculaire, mais ça peut avoir un impact dramatique sur le marché du travail et sur la sécurité et sur le tissu social. En 2017, il n'y avait que 2 autres chefs de file qui parlaient de ce terme. Et aujourd'hui, c'est au cœur de notre avenir en commun. Et ça ne s'est pas produit par hasard. Pendant des années, le système des Nations Unies, de l'UIT à l'UNESCO et au-delà, ils ont travaillé sans relâche. En 2023, mon conseil consultatif de haut niveau sur l'IA a appelé le monde à une gouvernance commune. En 2024, le pacte pour l'avenir du numérique nous a honoré d'un mandat. Ce matin, le groupe scientifique nous donnera des éléments factuels. Et le dialogue à présent doit donner au monde son orientation. Il sera finalisé, notamment, ça sera parachevé avec le sommet sur l'IA. Genève, ça fait partie d'un effort à intégrer au niveau des Nations Unies pour faire en sorte que l'IA soit au service des populations d'où qu'elles se trouvent. Donc je voudrais nommer 4 priorités. Tout d'abord, la sécurité. Lorsque les pays s'alignent sur la manière de tester les systèmes, les mesures de risque notamment, et définissent ses responsabilités, alors la sécurité voyage en même temps que la technologie. Lorsque ceci n'est pas fait, alors il y a un éclatement de règles qui divident le monde et ne protègent personne. Donc il faut des règles communes, des méthodes communes également pour évaluer et vérifier les risques et une résolution commune notamment pour faire en sorte qu'il y ait des normes qui soient dignes de confiance. La sécurité est d'autant plus importante pour ceux qui sont moins à même de se protéger, nos enfants. On ne va pas donner un médicament à un enfant tant qu'on n'a pas testé. On vérifie chaque jouet également. Cependant, l'IA atteint nos enfants avant même de s'interroger sur les conséquences de cela. Et on en voit déjà le prix à payer. Il y a des enfants trahis par des machines qui se font passer pour des amis, des enfants confrontés à des images vraiment violentes. Et aucun enfant ne doit être un peu le cobaye de cette technologie. Et donc aujourd'hui, j'en appelle à un engagement pour la sécurité des enfants avec 3 règles simples pour tout système en contact avec les enfants. Tout d'abord, il faut pouvoir démontrer la sûreté. Aucune entreprise doit pouvoir déployer un système IA accessible aux enfants sans mesure de test spécifique pour les enfants et une supervision indépendante. Il faut une tolérance zéro pour les abus sexuels. Aucune entreprise ne doit permettre à l'IA de générer des images sexualisées d'enfants. Chaque entreprise doit détecter, signaler et supprimer ces éléments. Et ne jamais laisser un enfant en crise seul. Lorsqu'un enfant montre des signes de souffrance, le système doit
acheminer vers un soutien humain. Deuxième ligne rouge. Les droits humains sont non négociables. L'IA ne doit jamais s'affranchir de la dignité, ne doit jamais prendre dans son cœur la discrimination. Et dans chaque décision prise par l'IA dans le domaine de la justice, dans le soin, les machines doivent éclairer, mais ce sont les humains qui doivent décider et apporter les réponses. Troisième point, les capacités. L'année dernière, l'investissement privé dans l'infrastructure IA a frôlé les demi-milliards de dollars. Et c'est très peu, notamment dans les pays en développement. Et on ne peut pas permettre que la fracture numérique devienne une fracture de l'IA et que cette fracture devienne une fracture en matière de développement, de sécurité, de souveraineté. Il y a plus de 20 États membres qui ont déjà répondu positivement à mon invitation en nommant des centres soutenus par les Nations Unies pour des gestions d'informations sur le renforcement de capacités liées à l'IA. C'est un réseau qui va se concentrer et s'appuyer sur des initiatives existantes pour un partage de connaissances, pour promouvoir la coopération, pour élargir l'accès au renforcement des capacités, notamment dans les pays en développement. Et je vais transmettre incessamment sous peu à l'Assemblée générale ma recommandation pour un fonds fiduciaire spécial pour l'IA, pour travailler sur les compétences, les données et pour puissance informatique abordable en tout lieu. Mon message pour tous les États membres est sans embâche. Il faut soutenir les réseaux, il faut avoir les financements, il faut tirer profit des capacités du système onusien avec des ressources, des partenariats et une expertise. Le quatrième point, la transparence. Alors on a l'impression que l'IA est intangible, mais son empreinte carbone est tangible. Les centres de données consomment déjà plus d'électricité que la plupart des pays. D'ici à 2030, ils pourraient être plus énergivores que les 5 principales nations, notamment. Et sans parler notamment... c'est l'équivalent de la consommation en eau de 1,3 milliard de personnes dans l'Afrique subsaharienne. Et l'infrastructure, derrière, doit suivre. C'est la raison pour laquelle, il y a 2 semaines, j'ai lancé l'initiative pour la transparence dans le domaine de l'IA et l'environnement, demandant à chaque entreprise de mesurer et divulguer son empreinte carbone en matière de carbone, de consommation de ressources hydriques et de surface foncière notamment. Et il faut avancer vers des énergies renouvelables pour ces centres de données également d'ici à 2030. Il y a des entreprises qui ont commencé à prendre cette voie. Mais il faut aller plus loin. Excellence, le dialogue mondial porte sur l'IA civile, mais l'IA ne respecte pas cette frontière. Ce sont les mêmes modèles qui sont arrivés jusque sur le champ de bataille. Alors j'ai pour principale préoccupation notamment ces armes autonomes, les robots tueurs, les machines qui sélectionnent elles-mêmes leurs cibles et tuent sans contrôle, sans jugement humain. Et donc c'est répugnant d'un point de vue moral, d'un point de vue politique, c'est inacceptable. Et il faut que le droit international s'en charge pour l'interdire. Les États sont déjà à la table de discussion, mais n'attendons pas qu'il y ait des atrocités avant de pouvoir agir. Certaines décisions doivent pour toujours rester entre les mains des humains, notamment celle de tuer quelqu'un. Excellence, d'aucuns pourraient prétendre que la gouvernance est l'ennemi de l'innovation. Mais l'innovation a besoin de garde-fous. Faisons confiance aux technologies dans l'aviation, dans la médecine, dans le domaine du nucléaire. C'était rendu possible parce que
nous avons des obligations réditionnelles. Et donc, si nous voulons donner à l'IA ce pouvoir, il doit y avoir une gouvernance. Si on doit faire confiance à l'IA, alors ceux qui sont derrière doivent être tenus pour responsables. Si l'IA doit être mondiale, alors ça doit être juste et équitable. Et si elle doit servir le futur, elle ne doit pas consommer le futur. Donc, il faut que les gouvernements agissent avec diligence, que les entreprises doivent accepter les responsabilités aussi grandes que leur pouvoir. Les scientifiques doivent partager les éléments factuels. Ce dialogue doit être l'endroit où la participation globale conduit à des actions internationales. Excellence, nous serons peut-être la toute dernière génération à pouvoir définir les termes qui régiront la coexistence de l'humanité et de la machine. La porte reste entrouverte, mais elle se fermera bientôt. Aujourd'hui, à Genève, 193 pays se rassemblent. Je remercie les coprésidents du dialogue pour leur engagement, pour leur leadership et leurs inlassables efforts au cours de l'année écoulée. Je remercie également l'UIT, l'UNESCO pour le travail de co-coordination, du secrétariat conjoint qui soutient ce dialogue en étroite coopération avec le Bureau des Nations Unies pour les technologies numériques émergentes et partenaires au sein du système onusien. Tâchons de faire en sorte qu'on se souvienne de cette réunion comme le moment où la gouvernance a commencé à rattraper la technologie. Et ce dialogue reprendra à New York l'année prochaine. Et nous devrons alors être capables de dire que le travail entamé ici a rendu l'IA plus sûre, plus équitable, plus acceptable, plus accessible et plus éthique. C'est ici notre tâche. Construire le futur de l'IA par l'humanité, avec humanité, pour toute l'humanité.